Bon, ça tape à la porte, hein, Picaboo. Je les entends. Bah oui, mais ils disent ouais, non, mais vous nous faites languir, machin, etc. Vous avez commencé avec l'espace, machin. On a envie de rêve, on a envie de distance, de satellite, d'exploration. Bah oui, voilà. On est à la lettre J comme James Webb satellite. C'est James Webb, ça y est, j'ai perdu. Oui, Space Telescope. Voilà, c'est ça. Donc c'est la version anglaise de télescope spatial. Télescope spatial James Webb. Ouais. Mais oui, on n'avait pas de place à la lettre T. On l'a vu partir. Oui, ça m'a fait 13h40 la semaine dernière. Ça m'a fait. Moi, je l'ai regardé en direct. Je sais pas toi. Non, j'ai pas pu. J'ai regardé en différé, mais c'était quand même. Ça foutait quand même le frisson quand même. Oui, parce que bah, décollage, machin, etc. Tu te dis, ça coûte quand même un bonbon, hein, leur truc. C'est des années, 10 milliards, des années de travail. Il y a de la technologie d'un peu partout, hein, même belge dedans. Il y a de tout. Il y a plein de gens qui l'attendaient, et donc on se dit quelle prise de risque, mais c'est quoi ces mecs qui envoient des satellites dans l'espace? Alors quand c'est des satellites commerciaux, on se dit ok, bon, ils ont les sous, et encore, hein, mais ici quand même c'est assez incroyable. Mais je vais te laisser parler de cette aventure. Non, parce que j'ai voulu quand même aborder le sujet, parce que quand même c'est quand même le lancement, j'allais dire de la décennie, voire de ce siècle, voire peut-être des 50 dernières années, hein. Je vais pas être mais on est quand même pas loin, parce que, alors, étonnamment, j'ai discuté avec avec du monde à droite à gauche, sur les réseaux, en IRL, etc. Il y a plein de gens qui ne savent pas, voilà, que ce truc a été lancé, qui ne savent pas à quoi ça sert, qui ne savent pas vraiment où ça va, pourquoi on a dépensé autant de fric, etc. Voilà. Le petit rappel des faits, il y a 30 ans, il y a deux messieurs qui étaient les deux présidents de l'URSS et des États-Unis qui se sont serrés la main et qui ont dit ça serait peut-être bien que on fasse des télescopes. On a lancé Hubble, donc, et puis à suivre, les scientifiques ont dit oui, mais Hubble il voit qu'une partie du spectre visible de la lumière, des ondes lumineuses, enfin des ondes radio de façon générale, et donc ça serait peut-être bien qu'on lui fasse un petit copain qui lui va aller voir les autres ondes qui sont pas les ondes qu'on peut voir avec nos petits yeux ou que Hubble pourra voir. Et c'est le but du James Webb Telescope, qui a pour but d'aller voir les ondes dans l'infrarouge, donc beaucoup plus en gros, quand vous avez une étoile ou une galaxie qui s'éloigne de vous, elle tire vers le rouge. Quand elle se rapproche de vous, elle tire vers le bleu, vers le violet, enfin vers le bleu ou le violet, je ne sais pas d'ailleurs, je suis daltonien donc ça veut. Voilà. Mais en gros, c'est le principe. Le James Webb Telescope, contrairement à Hubble, va pouvoir regarder cet infrarouge, pardon. Donc beaucoup plus loin que Hubble, qui lui non seulement avait un petit miroir d'environ 2,50 m, alors que le James Webb Telescope a un miroir de 6 mètres, ou 6,50 m d'ailleurs, si je ne m'abuse. 6,50 m, c'est bien ça. Ce télescope, donc James Webb, a été lancé par Ariane 5 sans aucun problème sur une trajectoire parfaite, comme l'a annoncé la NASA hier, disant que même il allait faire des économies de carburant et que donc il allait durer 10 ans, a priori, contrairement aux 5 ans plus ou moins prévus au départ, et qu'il s'en va maintenant à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc beaucoup plus loin que Hubble qui est à 600 km au-dessus de notre tête. Ouais. Lui s'en va à 1,5 million de kilomètres derrière la Lune, ou une orbite derrière la Lune. Cette orbite, elle est ce qu'on appelle le point Lagrange L2. C'est un point d'équilibre qui se situe sur une ligne entre le Soleil et la Terre. C'est un point qui permettra au télescope de rester en place en utilisant un minimum de carburant. Voilà. D'accord. C'est un espèce de point une orbite stable, on va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. Il tournera autour. Il fera toujours un petit cercle autour de cette orbite, de ce point, et il sera en permanence le dos au Soleil, c'est-à-dire que son bouclier va le mettre le dos au Soleil pour être en permanence au froid. Que le miroir soit en permanence au froid, parce que le miroir, contrairement à Hubble, n'est pas protégé, il n'est pas dans une coque.
il est totalement, j'allais dire, à l'air libre, entre guillemets. Pas tout. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous du miroir sera aux environs de 90 degrés. Tout ce qui sera de l'autre côté du bouclier, sera du côté bouclier, donc sera 90 degrés, donc côté soleil. Ce qui sera de l'autre côté de ce bouclier sera à moins 150 degrés à peu près. Voilà, je crois que c'est ça la température approximative. Ce qui fait que ce miroir va pouvoir choper, s'il n'a pas une poussière dessus, si on n'a pas des défauts au lancement, s'il n'a pas eu d'accident, s'il est déployé comme il faut, etc., va pouvoir observer potentiellement jusqu'à à peu près 13 milliards et demi d'années en arrière, donc en regardant la lumière infrarouge qui nous arrive depuis très très longtemps, qui est partie il y a très très longtemps. Voilà. C'est le but de ce télescope, d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, au moment où juste après le Big Bang, il y a eu un gros nuage pendant 380 millions d'années à peu près. Mais après ce gros nuage qui ne laissait pas passer la lumière, ni les ondes radio, ni quoi que ce soit, pouf, ce nuage s'est un petit peu, pas dispersé, mais oui, c'est dispersé. Les molécules se sont regroupées. Elles ont laissé passer, voilà, elles se sont refroidies. Elles ont laissé passer les ondes radio. Et c'est à ce moment-là qu'on voudrait savoir comment se sont créées les étoiles, comment s'est regroupée la matière, comment se sont créées les galaxies qui ont suivi, etc. C'est le but de ce télescope. Et forcément, peut-être, pour en revenir au sujet de tout à l'heure, qu'on saura à quel point la matière noire, si tant est qu'elle existe, a joué un rôle. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et autre point, pour finir, mission de ce télescope, c'est aller voir les exoplanètes et déterminer pouvoir savoir exactement comment sont constituées les atmosphères des exoplanètes qu'on a déjà trouvées, qu'on a déjà détectées, parce qu'avec ce télescope, effectivement, on pourra faire des analyses spectrographiques très très précises de l'atmosphère de chaque planète potentielle. Alors, je vous invite à aller voir les liens que j'ai mis qu'on a mis, qui est le lien d'abord pour le télescope lui-même et son voyage actuel qui se passe plutôt bien puisqu'il a déjà déployé les 2 bras qui vont lui permettre de mettre en place le bouclier. Donc ça, c'est fait depuis hier et avant-hier, depuis quelques jours, en gros. Il a même, ce matin ou cette nuit, il a même déployé le mât qui tient le miroir, qui est monté d'1 mètre, et qui donc va permettre ensuite de déployer le miroir sans toucher au bouclier. Donc ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Et donc allez voir sur le site de la NASA, vous avez tout un tas d'informations, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué, il y a toute la ligne depuis le départ jusqu'à l'arrivée, comment ça va se passer, quel stade de déploiement, etc. du télescope. Et allez voir l'autre lien qui est une conférence faite par un scientifique qui vous explique le but de ce télescope. Ça dure à peu près 1 heure. C'est très didactique puisque le monsieur s'est mis au niveau de nous, pauvres humains, oui, c'est ça. pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, ce serait compliqué d'en dire plus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, globalement. En tout cas, c'est juste, enfin moi je trouve ça, quand je continue à trouver ça totalement magique. Faut être très clair quand on voit les efforts consentis. Alors là, le voyage est encore long. Hein. Je sais pas combien de temps. C'est dans 2 semaines ou 1 semaine et demie. Alors maintenant normalement, depuis le lancement, il a 1 mois de voyage jusqu'au point Lagrange. Oui, ça. Le point Lagrange L2. Voilà. Donc sur 30, il doit en être à peu près à 1 semaine à peu près maintenant. Voilà. Donc il lui reste 3 semaines. Alors vous avez le site et tout, mais si vous imaginez une ligne du temps avec 30 jours, on est au 5e, 6e jour, donc voilà, ça laisse encore beaucoup de temps. J'espère qu'il ne sera pas comme Hubble, un peu myope au début, parce que je suis assez vieux moi pour avoir connu le déploiement de Hubble, vous aussi messieurs je pense, et je rappelle que c'était un télescope optique et que son miroir avait pris un petit coup dans les dents au décollage et que donc il était un petit peu myope et qu'il savait je pense réparé, mais de manière software, hein, si je dis pas de bêtises, ils avaient dû. Non, ils ont changé quelques instruments. Oui, c'est quelques instruments de mesure et donc. En fait, ils lui ont mis des lunettes, en gros. Ouais.
Et je me rappelle d'une étape magistrale, et ceux qui l'ont vécu, moi je l'ai vécu en direct, parce que c'est passé si je me sens, c'était pas sur internet, donc je l'ai vu à la télé, sans doute, où ils avaient dû inventer un procédé, parce qu'il fallait à un moment donné récupérer, enfin pas récupérer, mais déclencher il y avait un petit clapet ou une petite manette sur Hubble, et il fallait, pour capturer Hubble, manipuler cette petite goupille, on va dire ça comme ça, et ils ont dû chipoter avec un carnet de bord de la navette spatiale à l'époque, de la découper, faire une espèce de tapette à mouche qu'ils ont mis au bout du bras télescopique, le bras canadien, qui est encore utilisé par ailleurs sur l'ISS, et pour arriver à déployer cette espèce de tapette à mouche pour choper la petite goupille en question. C'est pas un film que je vous raconte, c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est fait. Ici, ce sera beaucoup plus compliqué s'il y a une petite goupille à aller récupérer. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, mais c'est tout ça pour dire que on est de nouveau dans un truc un peu extrême. David a certainement un truc à dire là-dessus. Un petit commentaire, mais qui n'a pas tout à fait quelque chose à voir. Moi, j'ai suivi la nouvelle, ça m'a très intéressé. Je lis le titre « Les yeux des terriens en route vers Lagrange », avec le rapport avec le sujet de la matière noire, et on a parlé du VLA et du film 2010, et le monolithe était au point de Lagrange entre Jupiter et Io. Ben voilà, la boucle est bouclée. C'est quand la fiction rejoint la réalité, ou l'inverse, on sait plus très bien. Voilà, passionnant. Il y a plein de chaînes YouTube aussi qui parlent certainement beaucoup mieux que nous. Faut être humble sur le coup de ces phénomènes ou de ces technologies, etc. Vous les trouverez sans aucune difficulté. Mais si on a quelques pistes, Picaboo ou David, si vous avez quelques sites web ou chaînes YouTube éventuellement à partager, on se fera un plaisir évidemment de vous les mettre également en commentaire de cette épisode. Voir la chaîne Stardust, il a fait le live le live du lancement, et il est en train de diffuser un documentaire sur Hubble, si ça vous intéresse, en quelques parties. Je crois qu'il y a 3 ou 4 parties, je crois. Ça vaut le coup aussi. Moi, j'avais un petit peu regardé ce que faisait Futura, le garçon de chez Futura Science. C'était pas mal aussi, c'était documenté. Enfin voilà, il y a plein de pistes, et je pense que vous trouverez votre bonheur aussi. Et moi, je suis la chaîne PBS Spacetime. D'accord, voilà. J'ai l'impression de parler à des cibistes qui nous parlent à moi, je suis machin. Encore un autre truc de vieux con. Allez, on passe à la suite.